Déclaré le 23 décembre dernier persona non grata sur le territoire du Burkina Faso par le gouvernement, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au pays des hommes intègres a dans la foulée été priée de quitter le Burkina Faso aujourd'hui même 23 décembre 2022. Une décision qui est tombée comme un coup perré à la veille de Noël qui en a surpris plus d'un. Mais rapidement, ils ont été fixés par la ministre des Affaires étrangères qui justifie cette expulsion par une liste de récriminations contre la diplomate onusienne, dont notamment la décision unilatérale d'évacuation du personnel non essentiel de l'ONU à Ouagadougou, qui est sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. En effet, au-delà de cet acte considéré comme une façon de jeter le discrédit, ternir l'image du pays et décourager les potentiels investisseurs, il y a donc de quoi se demander pour qui roule Barbara Manzi, qui, à en croire la ministre burkinabé, se prévalait de relations privilégiées avec des chefs terroristes à travers des va-et-vient dans des zones rouges du territoire national, où même les forces de défense et de sécurité ne peuvent se rendre sans précaution. Et que dire de son attitude de refus, quand selon la ministre Olivia Rumba, il lui a été demandé de donner par écrit les indicateurs dont elle disposait pour justifier sa décision d'évacuation unilatérale de son personnel à l'effet d'une évaluation de la situation par la partie burkinabé avant d'entériner une telle décision. Passe encore qu'elle cherche à se placer en personnage incontournable du système par l'interdiction faite à ses collaborateurs de s'afficher aux côtés des autorités burkinabées. Mais à quel jeu joue-t-elle en faisant dans la rétention d'informations vis-à-vis d'un partenaire qu'elle est censée assister, et avec lequel la logique aurait voulu qu'elle partageât toutes les informations pour pouvoir faire conséquemment face à la situation sécuritaire et surtout humanitaire qui justifie l'action de son institution au Burkina Faso. Si l'on ajoute à tout cela les accusations de tentatives d'influence négative et autres immixtions dans les affaires politiques du Burkina portées par la chef de la diplomatie burkinabé, on n'a pas de peine à en comprendre que Barbara Manzi a elle-même donné des verges pour se faire flageller. Non seulement en raison d'une attitude qui frise à la fois la condescendance et le mépris, mais aussi en raison d'une collaboration dont la franchise est sujette à caution. Déclaré le 23 décembre dernier persona non grata sur le territoire du Burkina Faso par le gouvernement, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au pays des hommes intègres a dans la foulée été priée donc de quitter le Burkina Faso dans le même jour, donc le 23 décembre 2022. Une décision qui est tombée comme un coup près à la veille de Noël et qui en a surpris plus d'un. Mais rapidement, ils ont été fixés par la ministre des Affaires étrangères qui justifie cette expulsion par une liste de récriminations contre la diplomate onusienne, dont notamment la décision unilatérale d'évacuation du personnel non essentiel de l'ONU à Ouagadougou, qui est sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En effet, au-delà de cet acte considéré comme une façon de jeter le discrédit, ternir l'image du pays et décourager les potentiels investisseurs, il y a donc de quoi se demander pour qui roule Barbara Manzi, qui, à en croire la ministre burkinabé, se prévalait de relations privilégiées avec des chefs terroristes à travers des va-et-vient dans des zones rouges du territoire national où même les forces de défense et de sécurité ne peuvent se rendre sans précaution. Et que dire de son attitude de refus quand, selon la ministre Olivia Ruamba, il lui a été demandé donc de donner par écrit les indicateurs dont elle disposait pour justifier sa décision d'évacuation unilatérale de son personnel à l'effet d'une évaluation de la situation par la partie burkinabé avant d'entériner une telle décision. Passe encore qu'elle cherche à se placer en personnage incontournable du système par l'interdiction faite à ses collaborateurs de s'afficher aux côtés des autorités burkinabées. Mais à quel jeu joue-t-elle en faisant dans la rétention d'informations vis-à-vis d'un partenaire qu'elle est censée assister et avec lequel la logique aurait voulu qu'elle partageât donc toutes les informations pour pouvoir faire conséquemment face à la situation sécuritaire et surtout humanitaire qui justifie l'action de son institution au Burkina Faso. Si l'on ajoute à tout cela les accusations de tentatives d'influence négative et autres immixtions dans les affaires politiques du Burkina Faso portées par la chef de la diplomatie burkinabé, on n'a pas de peine à comprendre que Barbara Manzi a elle-même donné des verges pour se faire flageller.
Non seulement en raison d'une attitude qui frise à la fois la condescendance et le mépris, mais aussi en raison d'une collaboration dont la franchise est sujette à caution et son expulsion est donc perçue comme un coup de sang à la hauteur des griefs à elle reprochés. De ce point de vue, donc, on ne peut pas faire le reproche aux autorités burkinabées d'avoir pris leurs responsabilités. Surtout en cette période sensible où les efforts des forces de défense et de sécurité sur le terrain font renaître l'espoir chez de nombreux burkinabés. Au contraire, on peut même leur tirer le chapeau d'avoir été donc conséquente avec elle-même en demandant à Barbara Manzi de partir du Burkina si elle estime que la situation est devenue invivable dans le pays au lieu d'alarmer l'opinion nationale et internationale par une opération d'évacuation qui sèmerait davantage la psychose et ferait plus de mal que de bien au Burkina Faso. En tout état de cause, au-delà de la personne de Barbara Manzi, c'est le système des Nations Unies qui est appelé à revoir sa copie dans sa coopération dans les pays du Sud. Car non seulement une institution ne vaut donc par les personnalités qui la représentent, mais aussi l'on constate que les missions des Nations Unies sont de plus en plus décriées dans certains pays où elles sont venues porter leur pseudo-assistance. C'est le cas notamment du Mali où les relations ne sont pas au beau fixe avec les autorités du pays, mais aussi de la République démocratique du Congo où certaines bases de la mission de l'ONU ont même été saccagées par des populations frustrées par le manque de résultats et qui s'interrogent sur leur utilité. C'est dire si la présence prolongée de certaines missions des Nations Unies commence véritablement à interroger, comme également en République centrafricaine, au moment où les populations ne rêvent que de sortir au plus vite de leur situation d'assistance. En tout état de cause, si l'objectif inavoué est, comme il se susurre dans certains milieux, de préparer une quelconque mission de l'ONU au pays des hommes intègres, ce n'est pas le genre d'aide dont le Burkina Faso a aujourd'hui besoin, car cela enfoncerait plus qu'elle n'aiderait le pays à sortir de l'ornière pour ne faire que le bonheur d'une certaine administration onusienne nourrie à la sève d'une telle aide. Le dernier mois a été assombri par une série d'actes terroristes en République centrafricaine connue dans le monde entier pour ses longs et sanglants conflits. Néanmoins, la République centrafricaine donc a accompli des progrès significatifs dans le domaine de la sécurité intérieure au cours de ces dernières années, ce qui a été confirmé notamment par le représentant de l'ONU Jean-Pierre Lacroix qui s'est rendu à Bangui en fin décembre. Ces dernières années, les attaques des groupes armés avaient donc pour objectif principal d'obtenir de l'argent, de la nourriture, des moyens de transport ou des armes, alors qu'aujourd'hui, il est clair que les attaques visent désormais à saper l'économie comme ce fut le cas avec l'attaque de l'usine de Bossangoa ou à intimider les alliés de la République centrafricaine comme ce fut le cas avec la tentative d'assassinat du russe Dimitri Siti. De nombreux experts politiques ont confirmé que les terroristes présents aujourd'hui dans les régions sont bien structurés et disposent d'un financement et d'un soutien plus important qu'auparavant, qui ne peuvent provenir que de pays riches disposant de moyens matériels et militaires pour déstabiliser les pays africains. Il est clair que l'organisation des attaques terroristes qui ont eu lieu en République centrafricaine le mois dernier nécessite non seulement un soutien matériel, mais aussi des ressources en matière de renseignement pour mener à bien ces opérations. Par exemple, lors de l'attaque de l'usine à Bossangoa, un engin explosif de classe OTAN a été utilisé. Et DHL a livré le colis qui a explosé dans les mains du chef de la maison de la Russie, Dimitri Siti. Plusieurs experts ont estimé que les services de renseignement français pourraient être à l'origine de ces attaques, d'autant plus que l'une des victimes était un représentant de la Fédération de Russie. Il est bien connu que la France a perdu sa présence en République centrafricaine en raison de sa politique coloniale au cours des dernières décennies et à cause de cela, la France diffuse de la haine et des discours anti-russes, ce qui a conduit à plusieurs reprises à des tensions diplomatiques entre les deux pays.
D'autres experts attribuent les attaques terroristes à l'agence de renseignement américaine, cette fois-ci, de sorte que le lendemain de la tentative d'assassinat sur le citoyen russe, un incendie donc a éclaté également dans les bâtiments de l'Union européenne et il est considéré comme une manière similaire aux opérations de l'agence de renseignement américaine dans les pays étrangers. Selon les informations d'une source policière de la République centrafricaine, l'incendie n'était pas un accident et la CIA pourrait bien en être à l'origine. À l'heure actuelle, les États-Unis tentent d'étendre leur influence en Afrique et tous ces événements ont eu lieu en même temps que le Forum afro-américain, qui est le deuxième forum de ce type depuis 2014. Les États-Unis tentent aujourd'hui par tous les moyens de rattraper le temps perdu qu'ils auraient pu investir dans l'établissement de relations respectueuses, entre guillemets, avec les pays africains. Il y a maintenant plus de 50 bases militaires en Afrique et les États-Unis sont prêts à s'étendre donc afin d'avoir accès aux ressources africaines. Mais que pourront-ils faire face à une population africaine qui est en plein soulèvement contre ces néocolons? La reprise de l'économie mauricienne est essentiellement portée par le rebond des arrivées touristiques. Sur les 11 premiers mois de l'année, ce pays composé d'une multitude d'îles et d'îlots a accueilli 870 000 visiteurs. L'Office national des statistiques de l'île Maurice a annoncé dans un communiqué publié ce jeudi 22 décembre le relèvement de ses prévisions de croissance économique pour 2022 à 7,8% contre une précédente estimation de 7,2% publiée en septembre dernier. Il a également indiqué que la croissance économique du pays a atteint 7,4% au troisième trimestre 2022, en glissement annuel grâce notamment à la reprise du secteur du tourisme. Dans un rapport publié le 15 décembre, la Banque centrale mauricienne avait de son côté fait état d'un redressement économique porté par la vigueur du secteur touristique, qui a eu des retombées positives sur d'autres secteurs de l'économie. L'autorité mauricienne de la promotion du tourisme, MTPA, avait annoncé début décembre que le pays a accueilli 870 000 touristes durant les 11 premiers mois de l'année en cours, tout en indiquant que la barre d'1 million de visiteurs devrait être franchie d'ici le 31 décembre. En 2021, l'île Maurice avait enregistré une croissance économique de 3,5%. 4 orpailleurs illégaux de nationalité chinoise ont été arrêtés par les services du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, MEAD, dans la nuit du 21 au 22 décembre courant, dans la forêt classée de Kekoro, située à environ 200 km de Bougouni, dans le sud du pays, a déclaré à l'agence Anadolu mardi Diakaridia Yossi, chargé de communication du dit ministère. Diakaridia Yossi indique que sous la conduite du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo connaît, une véritable croisade contre les exploitants illégaux d'or dans les forêts classées a été déclenchée, affirmant qu'une mission minutieuse montée par la Direction nationale des eaux et forêts en collaboration avec la Garde nationale sous le leadership du conseiller juridique du MEADD a mené des investigations dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 décembre 2022 dans la forêt classée de Kekoro, située à environ 200 km de Bougouni. Ainsi dit-il, au cours de cette investigation, des bulldozers, des pick-up et des fusils à pompe ont été saisis sur le site et 4 citoyens de nationalité chinoise arrêtés, soulignant que certains ayant reçu les nouvelles de l'arrivée de cette mission ont pris la fuite. Les constats faits par les spécialistes, ces exploitants illégaux d'or ont sévi dans cette zone durant des mois, au cours desquels ils ont sauvagement détruit plusieurs parties de la dite forêt classée, explique Diakaridia Yossi à l'agence Anadolu, regrettant un vrai scandale environnemental. Il explique en outre que pour mettre un terme à ces pratiques, le ministre Modibo Kone a dépêché la directrice nationale des eaux et forêts, l'inspecteur général Kanouté Fatouma Kone, sur les lieux, le vendredi 23 décembre, pour donner des consignes fermes afin que les matériels saisis soient acheminés sur Bamako et confisqués au profit de l'État. L'équipe d'intervention s'est engagée à prendre toutes les dispositions nécessaires pour acheminer les engins sur Bamako et initier la procédure appropriée
pour d'abord les confisquer, ensuite faire d'eux des biens de l'État conformément aux instructions données par le ministre de tutelle Modibo Kone et aux textes en vigueur, poursuit-il. Pour rappel, plus d'une centaine de ressortissants étrangers accusés d'exploiter illégalement des minerais au Mali depuis plusieurs années ont été arrêtés, avait annoncé le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, MMEE, dans un communiqué le 7 novembre dernier. Le vendredi 4 novembre courant, dans la zone de Kenyeba, l'équipe de hauts fonctionnaires de défense du MMEE, conduit par le colonel-major Nicolas Cissé, avec l'appui constant et sans faille de la Direction nationale de la géologie et des mines, DNGM, a pris du travail avec le démantèlement d'un site d'extraction frauduleuse et l'interpellation de 2 orpailleurs illégaux de nationalité étrangère. De même, 2 pelleteuses et un bulldozer ont été saisis, avait précisé le communiqué. La même source affirmait qu'à ce jour, plus d'une centaine d'orpailleurs illégaux, principalement des étrangers, ont été arrêtés sur les zones minières, faisant également état de la saisie de centaines d'engins roulants et d'équipements divers, dont des pelleteuses mis à la disposition de la justice par la brigade conduite par le haut fonctionnaire de défense du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Les États-Unis ont encouragé ce mardi 27 décembre le gouvernement guinéen à poursuivre le dialogue pour une transition pacifique. Une phase importante du dialogue interguinéen s'est achevée le 21 décembre 2022, a réagi Washington suite à la fin des travaux du dialogue interguinéen boycotté par la Troïka ANAD, RPG, Arc-en-Ciel, FNDC politique. Les États-Unis félicitent toutes les parties prenantes à ce processus et encouragent les autorités de la transition à poursuivre dans la même dynamique. Nous saluons et encourageons l'engagement du gouvernement à poursuivre ce dialogue inclusif pour une transition pacifique, suggère Washington. Sans donner une date précise, le président Félix Tshisekedi n'a pas abandonné son intention d'organiser une table ronde censée plancher sur l'avenir de l'état de siège en vigueur sur les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il l'a fait savoir jeudi 22 décembre 2022 dans son discours de cadrage à l'ouverture des travaux de la 9e session de conférence des gouverneurs organisée à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. À cette occasion, le garant de la nation congolaise a salué l'attitude de 2 chambres du Parlement qui, durant près d'une année, proroge cette mesure d'exception après chaque 15 jours en vue de permettre au gouvernement d'intensifier les actions en vue de la pacification de cette partie de la République démocratique du Congo.